La Grande Bibliothèque, présentée par Narek. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de la Grande Bibliothèque. L'Arménie, au sens d'État et de peuple, s'est construite sur plusieurs millénaires au sein d'une région instable, le Caucase, carrefour des grands empires qui se guerroyaient pour obtenir cet emplacement stratégique, synthèse d'une culture orientale et gréco-romaine. De fait, du XIIIe siècle avant Jésus-Christ, Urartéens, à l'Arménie post-soviétique d'aujourd'hui, Sumériens et Assyriens, Parthes et Romains, Perses et Byzantins et Turcs et Russes se sont successivement affrontés pour le contrôle total ou partiel du plateau arménien. Pourtant, cette richesse historique et civilisationnelle ne semble plus être le garant de la stabilité géopolitique de ce premier État chrétien de l'histoire au regard de ses aspirations territoriales wilsoniennes ou du traité de Sèvres de 1920. Or, aujourd'hui, l'Arménie est un État vaincu et affaibli dans le Haut-Karabakh, instable sur le plan économique et toujours aussi attaché à son passé qu'elle érige en nostalgie ou en peur. Dès lors, comment expliquer ce paradoxe entre longévité historique d'une civilisation millénaire et affaiblissement continu d'un État inadapté dans son milieu géographique? Alors, pour mieux comprendre la géopolitique de l'Arménie, nous recevons Tigran Yegavian. Bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste du monde musulman, chercheur au Centre français de recherche sur le renseignement et journaliste pour la revue Conflit. De même, vous publiez récemment Géopolitique de l'Arménie aux éditions Bibliomonde en 2022. Alors pour commencer, le préfacier et géostratège Gérard Chalian note au début de votre ouvrage une vaine déploration de l'injustice et un attendrissement. Comment expliquez-vous ce manque de réalisme politique chez les Arméniens ? Eh bien, tout d'abord, il faut comprendre que la principale leçon qui n'a pas été suffisamment prise, à mon sens, après la défaite des Arméniens en 2020, c'est vraisemblablement l'absence totale ou partielle de culture étatique, l'absence de sens de l'État et de sens du bien commun. Et cette profonde faille, cette profonde vulnérabilité, les élites arméniennes n'ont pas fini d'en payer le prix, étant donné que ce qui caractérise l'Arménie au sens large, c'est qu'il y a une sorte de paradoxe entre une civilisation trimillénaire avec son propre génie, son alphabet, sa foi, sa culture, ses mœurs, etc. Et d'autre part, le fait que pendant tous ces siècles d'existence, le peuple arménien n'a pratiquement pas connu de façon pérenne une expérience de souveraineté, une expérience de souveraineté politique, avec un pouvoir centralisé, avec une véritable armée, une diplomatie, et tout cela se paye aujourd'hui parce que on voit très bien que les États dans le monde qui ont une vraie pensée stratégique, qui font de la géopolitique ou une école de pensée géopolitique, ce sont des États qui peuvent revendiquer une profondeur historique. À l'exception des États-Unis qui, eux, ont des moyens, on va dire, conséquents et qui peuvent se permettre d'avoir justement une géopolitique. Mais en l'occurrence, l'Arménie, elle a un véritable déficit de culture d'État. Et tant qu'elle n'aura pas cette culture étatique avec justement des vraies institutions, elle ne pourra pas, malheureusement, affronter les défis existentiels qui sont les leurs. C'est pourquoi Gérard Chalian retient cette analyse, qui est la mienne aussi, que cette défaite est avant tout celle des élites arméniennes qui, en 30 ans d'existence, puisque l'Arménie s'est constituée en État souverain en 91 et que le Haut-Karabakh a justement pu exercer aussi une forme de souveraineté sur des territoires relativement vastes, n'ont pas pu construire des institutions. On a confondu le territoire, la souveraineté sur le territoire avec la souveraineté politique. On a confondu plusieurs paramètres comme si la priorité c'était libérer les territoires, mais la question c'est pourquoi faire ? Puisqu'on n'a pas pu les peupler, il n'y a pas une vraie politique démographique et la démographie est une variable essentielle dans ce conflit. Et l'Arménie, malheureusement, est un pays qui se dépeuple, le Haut-Karabakh aussi d'ailleurs. Et tout ça fait que moi j'avais comme propos de rédiger un livre qui soit accessible au plus grand nombre avec une abondante iconographie, une cartographie, pour pouvoir expliquer justement
ce qui ne va pas chez les Arméniens, en fait. Donc c'est ce livre-là, si vous voulez, il est essentiellement adressé à un public jeune, étudiant, curieux, néophyte ou pas, afin justement de se poser les bonnes questions dans une approche qui se veut aussi le plus dépassionnée possible. Mais pourtant, vous notez un manque de sens de l'État chez les Arméniens, mais l'Azerbaïdjan n'a été créé qu'au début du XXe siècle. Et eux aussi, ils ont eu une faible expérience étatique, comme les Arméniens. Contrairement à l'Arménie, l'Azerbaïdjan déjà est un régime autocratique, un régime où il y a une vraie véritable verticale du pouvoir, où l'État, en fait, est concentré autour d'une petite poignée de dirigeants qui se partagent les fruits de la rente pétrolière. Mais contrairement à l'Arménie, les Azéris n'ont pas d'histoire, n'ont pas de civilisation, ne peuvent pas revendiquer un héritage culturel, un patrimoine qui leur est propre, mais ils ont beaucoup développé les outils au service de leur diplomatie, de leur défense. C'est-à-dire que l'Azerbaïdjan, quand même, malgré tout ce qu'on peut dire et penser, au cours de ces 30 dernières années, a développé une diplomatie proactive absolument, on va dire, efficace, notamment grâce à ses moyens financiers qui ont permis de se procurer des services de la part de cabinets de conseil, etc., mais pas uniquement. Je crois qu'il y a vraiment une façon de voir les choses très différentes à Bakou qu'à Yerevan. Le fait est que l'Azerbaïdjan est un pays qui a pu nouer des relations stratégiques, avec des partenariats plutôt stratégiques avec des pays qui sont complètement antagonistes, comme le Pakistan, Israël, l'Occident, et l'Angleterre. C'est un pays qui a gardé une relation plus ou moins équilibrée entre la Russie et la Turquie, qui ne veut pas être aliéné à un bloc contre un autre, et donc qui peut prouver qu'avec beaucoup de souplesse, ils arrivent à faire avancer leurs intérêts dans des forums multilatéraux comme les Nations Unies, comme l'UNESCO. Alors que les Arméniens, malheureusement, ne parlent pas d'une seule voix. C'est-à-dire qu'il y a une vraie cacophonie en Arménie. On n'a pas forcément une diplomatie claire, ni une politique de défense indépendante, étant donné que l'Arménie est complètement, de plus en plus d'ailleurs, aliénée à la Russie. Donc je pense qu'on a des leçons aussi à prendre de la part des Azéris qui, contrairement aux Arméniens, n'ont pas, encore une fois, une histoire, une vraie civilisation, mais ont su développer des outils, des institutions régaliennes, donc diplomatie, défense, qui fonctionnent plus ou moins. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut noter. Les Géorgiens, les voisins directs aussi des Arméniens, ont une expérience étatique plus riche par leur histoire que les Arméniens. Ce qui prouve aussi une certaine souplesse, une certaine forme de pratiquer le politique qu'on ne voit pas chez les Arméniens. Donc moi je pense que les élites arméniennes, elles n'ont jamais vraiment investi dans la construction d'un État. Et cet État, il s'est construit dans un contexte absolument chaotique, le contexte de la guerre du Karabakh et du post-tremblement de terre, du tremblement de terre de 1988, et de l'effondrement de l'économie qui a été généré par justement la chute de l'Union soviétique. Dans ce contexte-là, on aurait pu penser que les États allaient construire un État avec des institutions dignes de ce nom, et ce qu'ils ont construit finalement, c'est plutôt un régime, ou des régimes, puisque ces régimes-là se sont succédés. Et donc, quand vous avez un régime, vous privilégiez non pas les talents, mais la confiance, voire la docilité des gens qui travaillent, qui collaborent avec vous pour faire fonctionner donc la machine. Donc on n'a pas vraiment d'institution. Vous n'avez pas l'équivalent de l'Institut national d'administration de l'Arménie, même s'il existe une petite école embryonnaire qui forme des fonctionnaires. Vous n'avez pas un ministère de la Défense digne de ce nom, vous n'avez pas de think tank digne de ce nom, c'est-à-dire de centre d'études stratégiques, ce qui est un paradoxe quand vous êtes un pays en guerre. Vous devez produire une pensée stratégique. Or, en Arménie, il n'y a pas, malheureusement, de pensée stratégique avec une approche plus professionnelle des enjeux géostratégiques. On s'est plutôt contenté, on s'est gargarisé pendant des années de slogans patriotiques, de discours nationalistes, inspirés notamment de l'œuvre de Kalekin Lefte, qui est le grand héros national qui avait résisté contre les Turcs et contre les Azéris, contre les Soviétiques, les bolcheviks, dans le sud de l'Arménie. Et puis c'est tout. Donc je constate là
véritablement une forme d'abandon de la part des élites, toute couleur, quelle qu'elle soit, enfin, toute tendance confondue, de l'idéal de la construction d'un État. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est quand vous faites de la géopolitique, vous êtes obligé d'être ancré dans le réel, et le réel, c'est les rapports de force. Or, nous avons pensé naïvement, et nous, c'est la diaspora, nous avons une responsabilité aussi dans la situation actuelle, parce que on s'est bercé d'illusions, pensant que si les Azéris avaient du pétrole, les Arméniens avaient la diaspora. Or, qu'est-ce qu'on en a fait de cette diaspora? Cette diaspora, essentiellement, elle s'est contentée de considérer l'Arménie comme une destination touristique ou humanitaire. Alors, quand vous avez 70%, 65-70% de la masse démographique du peuple arménien qui se trouve justement en situation diasporique, il faut s'en servir comme un potentiel, non pas d'assistanat, mais de construction de l'État. Or, le gros souci, c'est que jamais les élites arméniennes de la diaspora n'ont été associées à toute forme de participation politique, à toute forme de projet politique, pour justement la construction de cet État arménien. Vous avez un vrai déficit, un vrai fossé qui continue de se creuser entre l'Arménie et la diaspora. Et la diaspora a aussi sa part de responsabilité, puisqu'elle n'a pas été en mesure de proposer un agenda en dehors du cadre de la mémoire du génocide. Et c'est pourquoi l'heure est venue de se poser des questions, on va dire, je dirais même existentielles, sur les priorités que doivent être l'agenda de la cause arménienne, entre guillemets. J'aime pas trop ce mot, il est un peu galvaudé, et puis la cause arménienne maintenant est un peu vidée de son contenu. Donc c'est qu'est-ce qu'on doit prioriser, l'État arménien ou la nation arménienne? C'est pas la même chose. Et quel doit être le rôle de l'État arménien pour mieux réguler sa relation avec la diaspora, puisqu'il s'agit d'une relation purement, essentiellement stratégique, et pas uniquement émotionnelle ou touristique ou mémorielle. Donc voilà, ce sont des sujets qui doivent être vraiment repensés pour permettre de changer notre façon de concevoir ce sujet, de concevoir aussi notre représentation du réel. Parce que le problème majeur des élites arméniennes, c'est leur représentation du réel, hier comme aujourd'hui. Il y a un vrai souci d'appréhension du réel. Et cette guerre-là a été une forme de gifle, une forme de prise en considération d'un réel que les Arméniens n'avaient pas forcément voulu accepter ou entrevoir, tellement la situation géopolitique de l'Arménie est périlleuse. Quand vous regardez l'Arménie sur une carte, force est de constater qu'elle représente une forme d'incongruité aux yeux des Turcs et des Azéris. Et vous mettez également l'accent sur la division de l'Arménie dès l'empire de Tigrane le Grand vers le 1er siècle avant Jésus-Christ. Quelle est selon vous la cause principale de ces divisions territoriales, culturelles ou même économiques? On constate une armée qui est très affaiblie, sans chef de l'état-major, et une division entre le gouvernement et la population, ou en tout cas une grande partie de la population en Arménie qui manifeste. Alors, plusieurs questions à la fois. Oui, il faut noter que, et c'est ce qui caractérise la singularité de la trajectoire spatio-temporelle du peuple arménien, c'est que les Arméniens sont essentiellement fragmentés depuis l'Antiquité, depuis le partage de l'Arménie historique entre les royaumes parthes à l'est, les royaumes romains, empire romain à l'ouest, et plus tard devenus byzantins, et plus tard les Seldjoukides, les Ottomans, les Perses, les Ottomans, les Russes, et aujourd'hui l'Arménie est coincée entre plusieurs blocs géopolitiques antagonistes ou rivaux, Russie, Turquie, Iran, pour ne pas les citer. Mais ce que je retiens surtout, c'est que de cette dualité, de cette fracture géopolitique et spatio-temporelle, il y a une dualité arménienne qui n'est pas assez assumée. Je voulais développer cette dualité arménienne puisque, à l'évidence, nous n'avons jamais eu une vraie centralité, une vraie souveraineté avec un centre et une périphérie, mais au-delà de cela, nous avons eu des pôles extra, on va dire, décentralisés, qui ne sont pas dans le centre, de Constantinople, Tbilissi, Venise, etc., ou même Madras, dans lequel une forme de proto-nationalisme a pu se développer. Alors, nous héritons ça, et nous avons ça en héritage, c'est-à-dire l'absence d'une culture commune avec un État-nation centralisé. Au-delà de cela, nous avons hérité une forme d'identité
ou d'arménité plurielle qui ressemblent à des icônes, des iconographies, c'est-à-dire un puzzle qui s'est un petit peu fragmenté dans le temps et effectivement, je crois que nous n'avons pas suffisamment pris conscience de la forte fragmentation de l'histoire du peuple arménien. Le présent, à l'évidence, il y a chez des élites arméniennes, que ce soit le gouvernement de M. Pachinian ou son opposition, un vrai déficit de pensée politique, un vrai déficit de rapport au réel. C'est-à-dire que nous sommes vraiment dans des enjeux qui dépassent les seuls arméniens et au-delà de cela, nous assistons à une vraie surenchère populisto-nationaliste qui dessert vraiment les intérêts de la nation puisque en aucun cas ni les élites au pouvoir dirigeantes ni l'opposition qui en grande partie représentée, qui n'a pas de leadership d'ailleurs, c'est très intéressant, il n'y a pas de leader, qui est représentée par des forces politiques qui ont participé donc au pouvoir au cours de ces 30 dernières années, nous n'avons absolument en aucun cas une remise en question des fondamentaux, des erreurs, des errements, des égarements, une remise en question des failles du passé, puisqu'il faut quand même rappeler que nous avons une population qui est déclinante. Il y avait 3,4 millions d'Arméniens, je crois, en 1990. Aujourd'hui, ils ne sont même pas 2,8, 2,9. Ça veut dire que 1,5 million d'Arméniens ont quitté le pays, ce qui est une vraie catastrophe, une vraie tragédie, qui n'est pas suffisamment prise en considération en diaspora et dans les débats, enfin, si débat il y avait. Donc, je crois que la première des choses à faire dans une guerre, quand il y a une défaite, c'est la remise en question et c'est investir dans le seul outil qui soit, on va dire, porteur de perspective, l'éducation. Or, qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'il y a un désintérêt total envers l'éducation des élites, c'est-à-dire créer des instituts de sciences politiques comme on a fait en France après la défaite contre la Prusse en 1870. Il y a un vrai désintérêt aussi vis-à-vis de la diaspora. C'est-à-dire qu'est-ce que peut apporter la diaspora outre un soutien financier, des remises, des déplacements, des investissements, rien. Je veux dire, il n'y a pas du tout de vision stratégique sur ce que doit être l'apport de la diaspora dans la construction de l'État. Et tout cela se fait de façon chaotique, je dirais même tragicomique, puisque on voit bien que malheureusement, ni le gouvernement, ni l'opposition sont vraiment habités par le souci de construire un État. Parce que ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que cet État-là, c'est un outil précieux au service de la pérennité de l'identité arménienne. Donc on a besoin d'un État arménien pour justement avoir une projection. C'est ce que les Kurdes et les Assyro-Chaldéens nous envient d'ailleurs. Et je crois qu'il y a un vrai déficit de conscience sur ce que doit être cet État, puisque, à l'évidence, l'opposition revendique davantage d'intégration avec la Russie, ce qui signifie toujours moins de souveraineté. Donc, ipso facto, on s'oriente vers une intégration qui ferait de l'Arménie une sorte de région autonome russe, ce qui est en train de se passer. Et puis, il y a une autre option qui est sur la table, mais malheureusement, personne ne la pense vraiment comme réaliste, c'est la diasporisation de l'Arménie, c'est-à-dire un investissement massif en capital humain et économique. Je dis bien économique et humain, il faut vraiment que les deux soient pris en considération de façon simultanée. On a besoin des ressources humaines de la diaspora pour construire ce pays, puisque la plupart des ressources humaines disponibles ne sont plus en Arménie, malheureusement, elles ont migré. Et on voit bien que l'Arménie a un déficit de cadre de ressources humaines pour penser l'État. Et c'est vraiment tragique que de se dire que pendant toutes ces années, on s'est leurré d'illusions, pensant que la puissance, le facteur de la puissance, ce qui détermine la puissance, c'est le territoire. Parce qu'il y avait des territoires qui avaient été libérés ou occupés, que c'est selon les visions, les points de vue, mais effectivement, l'Arménie avait pu, les Arméniens plutôt, les forces arméniennes de l'Artsakh avaient pu mettre la main sur un territoire relativement vaste, de 11 000 km². Et sur ce territoire-là, on n'a pas vraiment construit grand-chose à part exploiter quelques mines d'or et quelques centrales hydroélectriques. Donc, effectivement, il y a une vraie responsabilité historique qui incombe aux élites et malheureusement, je ne vois pas de volonté de la part à la fois du gouvernement et de l'opposition d'associer les élites de la diaspora et d'associer toutes les bonnes volontés pour construire non pas
une nation arménienne, mais un État qui fonctionne avec des institutions stables et des contre-pouvoirs et des corps intermédiaires et une vraie indépendance des pouvoirs judiciaires, etc. Donc ça, c'est vraiment, je crois, quelque chose qui n'est pas suffisamment pris en compte. Et ajoutons à cela une normalisation des relations arméno-turques, avec par exemple le premier vol, ou en tout cas récemment Yerevan-Istanbul. Donc cette ouverture est-elle un danger de plus pour l'Arménie et son intégrité territoriale? Le problème, c'est le contexte. Là. Vous êtes dans un contexte qui est défavorable à l'Arménie. Là, maintenant. Si vous étiez en 2009, la question de la normalisation, je parle pas de réconciliation, je parle de normalisation des relations bilatérales arméno-turques, était intéressante. Parce que l'Arménie pouvait aussi avoir, dans le contexte de l'époque, des intérêts à faire valoir, notamment desserrer l'étau azéri. C'était vraiment très important que l'Arménie devait s'entendre avec ses voisins de façon pragmatique pour pouvoir étouffer un peu, desserrer l'étau qui la serrait. Ça, c'était une option envisageable et qui n'a pas été suffisamment comprise en diaspora. Parce qu'à la diaspora, c'est pas du tout les mêmes réalités. Je veux dire, en diaspora, on n'a pas du tout les mêmes soucis qu'en Arménie. Et malheureusement, les protocoles arméno-turcs n'ont pas abouti à quelque chose de tangible. Et puis, de toute façon, on voyait bien que le lobby azéri était beaucoup trop fort, pesait très fort sur la balance. Et les Turcs n'étaient pas disposés à lâcher du lest sur la question notamment centrale de la reconnaissance du génocide de 1915. Donc il y a aujourd'hui un processus de civilisation, encore une fois, qui ne rime pas avec réconciliation, qui est engagé entre parties et qui s'est traduit par plusieurs petites avancées, notamment une rouverture prochaine de la frontière pour des ressortissants tiers et bien entendu la rouverture des liaisons commerciales aériennes qui existaient déjà depuis des années. Ça, on l'oublie beaucoup de journalistes pensent qu'une première, mais non, pas du tout, ça fait plusieurs décennies déjà, au moins 15 ans que vous aviez des vols commerciaux charter entre Istanbul et Yerevan, donc ça c'est pas nouveau. Le problème c'est que le contexte n'est pas favorable à ce que les Arméniens puissent réclamer la moindre chose, puisqu'ils n'ont rien à offrir sur la table, si ce n'est l'abandon de toute revendication de reconnaissance internationale du génocide et l'abandon définitif du Karabakh arménien, de ce qu'il en reste. Donc malheureusement, tel que les choses sont engagées, on comprend que l'intérêt des Arméniens, aujourd'hui, c'est gagner du temps. C'est continuer à parler avec les Turcs. De toute façon, il faut parler avec les Turcs. C'est une incongruité de parler via les Russes. Il faut avoir des canaux plus ou moins clandestins, plus ou moins secrets, plus ou moins efficaces. Et d'autre part, vous comprendre que l'Arménie joue sa survie chaque fois qu'elle négocie avec les Turcs pour pas se faire avaler tout simplement par son voisin. Et il y a aussi, ça c'est assez déplorable, mais en partie une partie de la société arménienne qui aspire tout simplement à vivre à n'importe quel prix en paix, et pour cela elle est prête à faire beaucoup de concessions irrémédiables, irréversibles, en échange de l'hypothétique perspective d'une paix avec les voisins. Moi, je ne vais pas m'aventurer dans ces débats, mais je pense que foncièrement, il y a aussi une méconnaissance de l'histoire, en tout cas une méconnaissance des leçons de l'histoire. Nous avons vécu en 2020, en novembre 2020, la répétition à peu près très saisissante d'un scénario qui a eu lieu en septembre-novembre 1920, lorsque l'armée nationaliste turque de Kazım Karabekir avait attaqué la République d'Arménie complètement exsangue, et finalement les Arméniens avaient dû demander un armistice, en tout cas avait été complètement défait, et avait dû céder des vastes territoires, Kars, Saltaran, Moharat, et la partie qui restait encore arménienne avait été complètement phagocytée par les bolcheviks. Donc on avait assisté à un condominium kémalisto-bolchevique, un partage du territoire arménien en 1920, et aujourd'hui on assiste à peu près à la même chose au Karabakh. Donc ça veut dire que vous avez encore une fois l'État arménien, ce qu'il en reste considéré comme une proie entre Russes et kémalistes. Il n'existe plus de système d'alliance, c'est-à-dire les alliances n'existent plus, mais des partenariats. Et je crois que c'est très important de comprendre à quel point on est dans un nouveau paradigme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui,
l'Arménie ne peut plus revendiquer qu'elle fait partie d'une alliance avec la Russie. Mais puisqu'elle est tellement asymétrique, tellement, tellement défavorable aux intérêts arméniens sur le long terme, en tout cas en termes de souveraineté, je veux dire, pas de sécurité, qu'il faut plutôt plus judicieux de parler de partenariat. Et c'est un peu ce qui se passe aussi entre les Turcs et les Russes, c'est des partenariats. Il n'y a plus d'alliance. On est sorti du système d'alliance. On est dans un système international de moins en moins régulé, de plus en plus dangereux. Et l'Arménie, chaque fois, elle essaye de jouer sa survie en cherchant de soutien, des appuis en dehors justement de la région, ce qui est très difficile, je veux dire, compte tenu du fait que l'Arménie, malheureusement, se trouve dans le mauvais camp aux yeux des Occidentaux. Je rappelle que nous recevons Tigran Yegavian, spécialiste du monde musulman, chercheur au Centre français de recherche sur le renseignement, journaliste pour la revue Conflit et auteur récemment de Géopolitique de l'Arménie aux éditions Bibliomonde. Et en parallèle, donc il s'agit pour l'Azerbaïdjan, vous l'avez noté, de s'implanter dans le Haut-Karabakh. Pourquoi l'UNESCO et de grandes instances internationales sont-elles absentes au regard de la construction d'un aéroport sera-t-il reconnu sur le plan international? L'aéroport qui se trouve dans le territoire repris par les forces azéries, c'est ça? Oui. Oui, effectivement, mais l'UNESCO n'a pas grand-chose à dire. De toute façon, on attend toujours depuis 2 ans l'envoi d'une mission d'observation UNESCO dans la région pour évaluer justement la situation du patrimoine arménien. Force est de constater que l'Azerbaïdjan a réussi, au bout de plusieurs années de pression diplomatique, de diplomatie de caviar, à acheter, entre guillemets, l'UNESCO, et en tout cas à sa bienveillance. Et aujourd'hui, on en paye le prix. Et surtout, il faut noter une chose, c'est que tout était bien préparé déjà en amont. C'est-à-dire qu'au moment du cessez-le-feu, l'Azerbaïdjan avait déjà fourni des dossiers sur les questions patrimoniales en défendant leur thèse, au détriment justement des positions arméniennes. Alors que du côté arménien, ils étaient pris au dépourvu et rien n'avait été vraiment organisé. Alors d'un côté, c'est vrai, il faut bien noter que l'Arménie n'a pas les moyens de l'Azerbaïdjan pour défendre sa position pour l'UNESCO, mais l'Arménie aurait pu quand même travailler de façon plus professionnelle auprès de ces organismes internationaux pour justement faire ce qu'on appelle la prospective, l'anticipation. Je dirais, tous ces scénarios-là étaient complètement prévisibles, ils étaient sur la table. L'Azerbaïdjan ne nous a jamais pris par surprise. Il faut vraiment bien comprendre ça. Tout le temps, l'Azerbaïdjan développe le même narratif. C'est le seul narratif. Il n'y a aucune ambiguïté. Côté arménien, il n'y a pas de narratif. C'est ça le gros souci. Il y a une forme de lobbying, en réaction à l'arménophobie. Mais ça, c'est pas de la diplomatie, je veux dire. C'est du lobbying. Donc voilà, c'est pourquoi je pense que c'est important de bien avoir ça en tête. C'est tout à fait, l'Azerbaïdjan est complètement cohérente vis-à-vis d'elle-même, et les Arméniens, pas du tout. Puisque justement, ils ne parlent pas d'une voie commune, ils ne font pas de prospective, ils n'anticipent pas l'écho à venir, alors que ce qui est assez paradoxal quand c'est une nation quand même qui a une vraie tradition de ce genre d'échec. Et pendant que la guerre en Ukraine se poursuit, quel est selon vous l'état des relations arméno-ukrainiennes et la Russie peut-elle être amenée à retirer ses troupes de sa base militaire à Gyumri et d'une façon générale, quel regard portez-vous sur cette guerre et ses conséquences sur l'Arménie? Très, très brièvement, cette guerre en Ukraine, elle porte un coup forcément à l'Arménie, puisque l'Arménie est prise dans l'étau russe, elle est considérée comme un pays vassal de la Russie, donc elle fait les frais à long terme de cet alignement sur la Russie. À court terme, l'Arménie a bénéficié en tout cas de l'arrivée massive de plusieurs dizaines de milliers de cadres russes qui se sont expatriés en Arménie parce qu'il n'y a pas de preuve de visa et qui ont facilement trouvé des embauches dans le secteur du high-tech. Alors qu'il y avait un besoin justement de main-d'œuvre en high-tech. L'Arménie a profité de ce flux de migrants russes qui ont fait d'ailleurs exploser les prix de l'immobilier à Yerevan. Ça, après, pour ce qui est des relations arméno-ukrainiennes, l'Ukraine est un pays qui est plutôt favorable à l'Azerbaïdjan, déjà dans le cadre de la question de l'intégrité territoriale. Les Azéris et les Ukrainiens s'accordent en tout cas sur ce sujet. La Crimée, le Karabakh sont des pays. Voilà. Donc ça, il y a un vrai alignement. Je ne peux pas confirmer, en tout cas, que l'Ukraine ait vendu des armes chimiques au phosphore,
à l'armée azerbaïdjane de façon directe, qui ont servi notamment lors de la dernière guerre du Karabakh. Moi, je n'ai pas d'éléments là-dessus, je ne peux pas vous inventer. On a vu sur les réseaux sociaux beaucoup de gens s'exciter là-dessus. Moi, en l'absence de preuves, je ne peux pas avancer ça, mais effectivement, il y a un capital de sympathie indéniable entre les deux peuples. Cela étant dit, vous avez en Arménie la troisième communauté arménienne la plus importante d'Europe, après la Russie et la France. Cette communauté arménienne, elle joue un rôle aussi important dans la vie politique, culturelle, sociale de l'Ukraine. Et il est quand même assez étonnant que peu de cas aient été faits du sort de cette communauté arménienne. Je veux dire, on a eu très peu d'articles dans la presse arménienne dans le monde, en Arménie, en diaspora, à ce sujet. Ce qui, quand même, qui pour moi, est assez étrange. Enfin, ça dépasse l'entendement. Et puis, bon, pour ce qui est des conséquences pour l'Arménie, elles sont doubles. Si l'Ukraine l'emporte sur la Russie, ce qui est fort peu probable en tout cas, il va se poser une question de sécurité pour l'Arménie, parce qu'elle va effectivement se retrouver vulnérable. Les Russes ne peuvent pas rester, comme vous dites, vitam aeternam au Karabakh, puisqu'il y a un mandat qui va s'arrêter là d'ici quelques années pour les forces de maintien de la paix russe. Et puis surtout, il ne faut pas oublier l'histoire. Les Russes ont lâché les Arméniens à plusieurs reprises. Ils les ont lâchés en 1917 avec la révolution bolchevique, ils les ont lâchés en 1920 avec justement l'invasion des Turcs pour mieux se partager l'Arménie. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Il faut l'avoir vraiment en tête, c'est que les Russes n'ont jamais été tout le temps au secours des Arméniens, bien moins s'en faut. Donc ça remet en cause, si vous voulez, l'hypothèse d'un bouclier russe anti-turc. Et puis la deuxième hypothèse, c'est si les Russes l'emportent sur l'Ukraine, ce qui est probable, mais qui va se faire aussi au prix de lourdes pertes, va se poser un problème de souveraineté pour l'Arménie, qui va voir de plus en plus son destin arrimé à celui de la Russie. Et qui dit vassalisation crue, je veux dire, c'est la fin de l'État arménien indépendant, en tout cas de la fiction d'un État arménien indépendant. C'est pourquoi cette guerre, malheureusement, n'est pas du tout favorable aux intérêts arméniens. Et d'une façon générale, quelle est l'ampleur de la force diplomatique arménienne ? On constate un revirement vers l'Union européenne, mais est-ce qu'on pourrait par exemple compter sur la Chine, l'Inde, deux grandes puissances démographiques qui sont les plus à même de s'opposer au monde musulman, ou en tout cas aux ambitions panturquistes ou azéries ? Déjà, on note une forme d'inertie par la diplomatie arménienne pendant toutes ces années-là, parce que contrairement aux Azéris, les Arméniens n'ont pas vraiment cherché à nouer des alliances complémentaires. Je ne dis pas qu'ils puissent pallier l'alliance avec la Russie, mais en tout cas qu'ils puissent permettre à l'Arménie de diversifier ses sources d'approvisionnement stratégique, énergie et armement. Après, c'est sûr que l'armement indien est bien de moindre qualité que l'armement russe, mais l'Inde, effectivement, est un partenaire stratégique pour l'Arménie pour plusieurs raisons, notamment pour le fait qu'ils ont des intérêts communs contre le Pakistan qui non seulement ne reconnaît pas le génocide, mais ne reconnaît même pas l'indépendance de l'Arménie, et qui est un État complètement aligné sur l'axe panturquiste. La Chine aussi, qui a des intérêts en Arménie, mais même que ce ne soit pas forcément tout à fait asymétrique. Mais pas grand-chose à en fait, en tout cas au niveau stratégique. La diplomatie arménienne, en fait, c'est intéressant parce que c'est un des rares ministères qui fonctionne en Arménie avec la Banque centrale, le ministère des Finances, manque aussi cruellement de capacité de perspective. Parce qu'il n'y a pas assez de ressources humaines disponibles et les rares ressources humaines disponibles font plutôt ce qu'on appelle du management de crise. D'accord ? Donc, effectivement, la diplomatie arménienne, elle essaye de manœuvrer en eau trouble de façon très difficile et je pense pas qu'elle soit pleinement en mesure de faire face à tous ces dangers, tous ces défis. Et pour conclure, peut-on faire un parallèle au regard de l'entrée en pouvoir de Pachinian avec la politique europhile de la Géorgie ou le rapprochement de nombreux États post-soviétiques avec le monde libéral? Est-ce que cette entrée de Pachinian aurait été soutenue par d'autres instances intergouvernementales ou occidentales? Personnellement, je n'y crois pas parce que nous sommes quand même dans des blocs géopolitiques antagonistes et même si Pachinian avait fait des gestes de bonne volonté, en tout cas avait laissé entendre qu'il était plutôt aligné sur l'Occident, sur la société civile, ses détracteurs pensaient qu'il bossait directement pour Soros. Tout cela, s'est révélé complètement, on va dire,
un non, en tout cas non vérifié pendant la guerre, parce qu'on voit bien que les Occidentaux ne se sont pas bougés pour soutenir Pachinian et que l'armée de toute façon n'allait pas être soutenue, combien même elle était démocratique, ou que même si elle avait fait la couverture du magazine The Economist en 2021. Je crois que l'Arménie vraiment a un vrai souci d'institution. Combien même vous avez une apparence démocratique parce que les élections sont plus transparentes, il manque à l'Arménie des vraies institutions. Et vous ne pouvez pas, avec la société civile, même si elle est assez créative, construire un État. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 2018, la société civile a pris le pouvoir, mais elle n'a pas construit un État. Elle a perpétué une forme de régime un peu hybride, parce que vous avez encore des oligarques, vous avez encore pas mal d'injustice sociale, pas mal de corruption, de népotisme, de clientélisme. Donc tout cela, en fait, Pierre montre que l'Arménie, contrairement même à la Géorgie, elle a le même problème. La Géorgie, c'est l'oligarque, elle a un vrai problème. La Géorgie, elle est complètement cohérente dans ses choix géopolitiques, parce qu'elle s'est clairement alignée sur l'Occident euro-atlantique en échange de la perte de la Plaisille de l'Ossétie du Sud. Côté arménien, on essaye juste de façon tactique de gagner le soutien des Occidentaux, tout en étant conscient que les Occidentaux n'iront jamais se battre pour l'Arménie. Donc c'est vraiment, je veux dire, c'est de la, voilà, c'est pas très, c'est pas le même sujet. Je veux dire, l'Arménie, c'est pas l'Azerbaïdjan, elle n'a pas les mêmes moyens. Non, à terme, ce qu'il faudrait, c'est irénique ce que je vais vous dire, mais c'est tout à fait je veux dire, utopique. Mais on voit bien que les trois États du Caucase Sud ont une dimension complémentaire. L'Arménie, la Géorgie, l'Azerbaïdjan, les économies, les savoir-faire de ces trois pays-là présentent en fait tout à fait une vraie complémentarité. Mais bon, l'histoire, les conflits sont tellement violents, tellement sanguinaires, tellement douloureux que voilà, je veux dire, c'est pas demain avec les sociétés de ces trois pays vont travailler ensemble. Mais moi, je vois vraiment une intégration, une interdépendance évidente entre ces trois pays qui, depuis 1918, ont fait des choix de politique étrangère diamétralement opposés. Et un dernier mot, est-ce qu'on pourrait prendre l'exemple de l'État d'Israël? Est-ce que l'Arménie pourrait à terme obtenir, par exemple, la bombe atomique? Parce qu'il faut savoir que ce sont des ingénieurs arméniens qui ont conçu en partie la bombe atomique soviétique. Ah oui, alors le problème, c'est qu'on compare tout le temps avec Israël, mais on n'est pas suffi d'intégrer la diaspora. Donc c'est bien beau, mais la grande différence, c'est que Israël est un État diasporique créé par sa diaspora. Et l'Arménie, c'est un État qui s'est complètement vidé de ses forces vives. Donc si vous n'avez pas une vraie politique économique, scientifique, avec des vrais partenariats, avec des chercheurs de la diaspora, vous n'aurez jamais tout ça. Donc, vraiment, encore une fois, je reviens là-dessus. Si vous diasporisez pas l'État arménien, vous ne serez jamais Israël. Vous ne pourrez jamais. Combien même l'Arménie est un pays enclavé, contrairement à Israël qui a un accès à la mer. Mais Israël, ça c'est toute seule en 1948. Il n'y avait pas les États-Unis d'Amérique, même s'ils avaient reconnu. Il n'y avait pas le même soutien qui s'est manifesté après 1967. Israël, quand même, a réussi avec ses moyens, ses ressources, son savoir-faire, mais aussi sa façon d'organiser son État autour d'un service, autour de son armée et des services de renseignement qui a fonctionné. Alors l'armée, on voit bien qu'il n'y a pas de service de renseignement. La guerre l'a montré, et même l'après-guerre, puisque tous les mois, toutes les semaines, on a des trahisons dans l'état-major, qui n'a pas une vraie politique militaire, de réarmement, parce que l'armée il n'y a pas un point de confiance aussi entre l'état-major et M. Pachinian. Si vous n'avez pas tout ça, vous ne construisez pas un État, vous ne construisez pas de bombe nucléaire. Je veux dire, ça fait partie la construction d'un État, ça se fait avec des ressources humaines. Ces ressources humaines-là, elles sont plus là, elles sont plus en Arménie. Donc on a beau se gargariser de grands discours pan-arméniens, de faire des manifestations le 24 avril, de parler de justice et de réparation, c'est très joli, mais ça ne protégera pas les Arméniens du sionisme, ça ne protégera pas les Arméniens de l'Assar. Il incombe aux élites arméniennes de prendre la mesure de la gravité de la situation depuis 2020 et surtout de bien comprendre qu'il y a un avant et un après. C'est-à-dire que plus rien ne sera comme avant. Et que, la question maintenant, c'est de rester sur la carte. Et de rester sur la carte, c'est arrêter de crier à la trahison ou de se gargariser de son patriotisme, mais de construire un État. Parce que c'est ça qui... Et il y a très peu d'États qui sont pleinement souverains. C'est très rare. Même la France a des problèmes de souveraineté aujourd'hui. Je veux dire, elle est par rapport aux États-Unis, alors que la France est une puissance nucléaire. Donc, vous avez vraiment un enjeu là ici existentiel
Et malheureusement, les élites arméniennes ne sont pas à la hauteur de ce défi. Et c'est vraiment affligeant que de constater cet état de fait. Je vous remercie, Tigran Yegavian, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes spécialiste du monde musulman et que vous publiez récemment Géopolitique de l'Arménie aux éditions Bibliomonde. Merci bien. Au revoir. La Grande Bibliothèque, présentée par Narek.